Voilà, c'est parti pour le ZCL de ce vendredi, annonce du week-end. Donc, Céline Rodriguez, oui, Oui. c'est le vendredi. Quand c'est le week-end, tout le monde est content. Tout le monde est content. Anaïs aussi? Tout à fait. Bonjour Anaïs. Bonjour Danick. Bonjour Céline. Bonjour Danick. Aujourd'hui, donc, on va recevoir dans la deuxième partie de cette émission le maire de Sainte-Anne, Christian Baptiste. Il est aussi vice-président de Riviera du Levant, c'est le nom de la communauté d'agglo de cette région. Ensuite, bien avant, on aura tout à l'heure à parler des outils du développement durable avec notre chroniqueuse du vendredi. Je vais parler d'Anaïs Top, qui est déjà là. Et nous recevrons aussi Madame Fessoul Velaudon, on va dire tout son nom, puisqu'on va ouvrir dès ce soir. Ce sera l'ouverture officieuse, puisque c'est la conférence de presse du festival de théâtre. Et à partir de demain, ce sera donc ces grands jours de culture offerts par justement Cap Excellence, qui est très présent sur notre plateau aujourd'hui. Bonjour à tous, on démarre tout de suite avec les de l'info, et c'est Céline Rodriguez. Oui Danick, alors au sommaire aujourd'hui, le conflit entre la SBMT et Total se poursuit. Aujourd'hui, les salariés de la société de gaz étaient mobilisés au dépôt de la compagnie pétrolière afin d'exprimer leur mécontentement sur un probable changement de prestataire de la part de Total. Hier, les enseignants du LPO de Sainte-Marie en Martinique organisaient un voyage pour leurs élèves autour du thème de l'esclavage. Ce voyage éducatif a été mis en place afin de réconcilier les élèves avec leur histoire. Et enfin, ce matin, l'organisme Synergile a souligné le potentiel des matériaux biosourcés locaux. Fibres de coco, feuilles de canne ou encore sciures de bois sont des matériaux tout aussi performants à la construction. Merci Céline qu'on va retrouver tout à l'heure. Et pour l'heure, on va entrer dans cette chronique, deuxième épisode du D2. Avec Anaïs Jacqueline pour le développement durable de le D2. Bonjour. Alors, la semaine dernière, on a un petit peu fait le tour, on a ouvert un petit peu le chantier, on peut dire comme ça. Et là, on va entrer dans le dur. On va parler des outils de développement. Tout à fait. Donc très rapidement, pour rappeler ce qu'on s'était dit la semaine dernière, donc on avait posé les bases de ce qu'est le développement durable, en le définissant comme un nouveau type de développement apparu il y a environ 30 ans et qui se base sur 3 piliers. Donc le pilier environnemental auquel on pense automatiquement lorsqu'on parle de développement durable, et 2 autres piliers qui sont tout aussi importants, qui est l'économique et le social. Tout à fait. J'ai bien retenu la leçon. Je vois ça, Danick. Et donc aujourd'hui, on va aller plus loin dans les outils de développement durable. Donc ce qu'on s'était dit la semaine dernière, c'est que pour arriver à un développement durable à une échelle globale, il faut qu'on s'y mette tous. Si c'est juste des petites actions locales, ça ne va pas fonctionner. Oui. Mais compliqué à l'échelle de la planète entière, n'est-ce pas, de se mettre d'accord sur une façon de faire pour arriver à un développement... Il y a 7 milliards d'humains. Tout à fait. Donc vous imaginez bien que c'est compliqué de se mettre tous d'accord. Donc pour cela, il a fallu trouver des solutions. Et en 1992, à Rio, s'est tenu le sommet de la Terre. À cette occasion, la majorité... C'était le top départ, enfin c'est pas un jeu de mots quand je dis ça, du développement durable. On peut dire ça en fait, que c'était le top départ du développement durable, on va dire ça comme ça, un petit peu après donc, la définition de 89. Et à cette occasion, en fait, de nombreux chefs d'État se sont réunis et ont décidé que le plus efficace pour arriver justement à un développement durable, c'était d'agir à des échelles locales. Échelle locale, c'est-à-dire d'abord aux échelles des pays et ensuite dans chaque pays à des échelles de plus en plus fines. Donc chez nous, on va parler de régions, de départements, de communes et encore plus jusqu'au quartier, tout à fait, puisque vous pourrez retrouver des initiatives de développement durable à l'échelle des associations de quartier ou même d'écoles, par exemple. D'accord. Alors, depuis ce sommet de la Terre, qu'est-ce qui a été fait chez nous? Alors, concrètement, en France, depuis le sommet de la Terre, la première chose qui a été rédigée, c'est une stratégie nationale de développement durable. Tout d'abord, il y a une stratégie à l'échelle de l'Europe et ensuite, elle a été déclinée, donc en France, stratégie nationale de développement durable. Cette stratégie, elle a été revue à plusieurs reprises, puisque vous imaginez bien qu'elle doit être adaptée aux différents engagements qui sont pris à l'échelle internationale, à l'échelle européenne. Et aujourd'hui, on a défini 9 défis dans cette stratégie nationale de développement durable. Donc, je vais vous les citer rapidement. Tout
d'abord, il y a tout ce qui est consommation et production durable. On en a un petit peu parlé déjà la semaine dernière. Ensuite, il y a la volonté d'être dans une société de connaissances, savoir de quoi on parle lorsqu'on parle de développement durable, et puis l'éducation qui est relative au pilier social. Ensuite, il y a un défi de gouvernance. Comment on va gouverner ce développement durable? Les défis du changement climatique, dont on parle beaucoup, qui nous touche particulièrement en Guadeloupe, qui est une île. Juste une parenthèse, en ce moment, on est au rouge en ce qui concerne l'air qui tout à fait en Guadeloupe. Donc, c'est dire comment on est impliqué par ce problème. Par ces problématiques-là. Des problématiques liées au transport et à la mobilité, comment on se déplace de façon plus raisonnée, on dirait ça comme ça. Le covoiturage, c'est... Le covoiturage, ça fait partie des actions qu'on peut citer, les transports en commun. Oui. Je vous en parlerai en fin de chronique sur des grandes actions. J'ai bien compris ça, Anaïs. La conservation et la gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles, donc très importante également. Et puis, tout ce qui concerne la santé publique, prévention de gestion des risques, la démographie, l'immigration, c'est des choses dont on parle beaucoup aussi en ce moment, surtout entre les pays riches et les pays en voie de développement. Et puis, tout ce qui concerne les défis internationaux en matière de développement durable. Alors, ces 9 solutions, 9 points que vous avez donnés, ils sont chaque fois mis en perspective pour parler de développement durable? Tout à fait. Donc, sur ces 9 points, on a défini, donc l'État a défini des fiches pratiques, des leviers d'action, donc comment vraiment agir. Pour plus d'informations, si ça vous intéresse, d'aller plus loin sur ces choses-là, sur le site internet du gouvernement, du ministère du Développement durable est très bien fait. Vous allez pouvoir retrouver toutes ces informations pour aller plus loin. D'accord. Ensuite, effectivement, dans cette stratégie, il a fallu, au niveau de l'État, dans un premier temps, définir des moyens pour décliner cette stratégie. Pour cela, donc, on ne va pas citer une liste exhaustive, mais on peut citer par exemple l'élaboration de missions interministérielles, c'est-à-dire qu'on ne cloisonne plus les ministères, mais qu'on travaille tous ensemble à atteindre un développement durable. Tout à fait, c'est transversal. Ensuite, on a nommé, dans un premier temps, un secrétaire d'État chargé du développement durable. Aujourd'hui, on a carrément un ministère chargé du développement durable. Donc, on a de différentes lois. On a beaucoup entendu parler des lois Grenelle, Grenelle 1, Grenelle 2. Plus récemment, de la loi sur la transition énergétique. Tout ça, c'est un panel d'outils pour arriver à un développement plus durable à l'échelle de notre pays. Et très important, la charte de l'environnement, donc, qui est issue de tous ces outils-là, qui a été adossée à la Constitution. Donc, on a cette notion de développement durable et d'environnement maintenant dans notre Constitution française. Alors, comment on décline ça au niveau de la Guadeloupe? Au niveau de la Guadeloupe, les outils qui ont été décidés lors du sommet de Rio, ça a été l'un des outils, c'est l'agenda 21. L'agenda 21, c'est quoi? C'est un programme d'action pour le 21e siècle sur tous les piliers du développement durable. Et à l'échelle de la Guadeloupe, il faut savoir que la région Guadeloupe, c'est l'une des premières régions à avoir élaboré son agenda 21 en France. Donc vous voyez, on est précurseur sur ces problématiques-là. Et depuis ça, une fois qu'on a élaboré l'agenda 21, on ne s'arrête pas là. À l'échelle de la région, il y a différents schémas régionaux sur les différentes thématiques du développement durable pour donner des lignes directrice de développement à l'échelle de la Guadeloupe. Sinon, si on va plus... Dans les autres collectivités, parce que là, c'est au niveau régional, mais si on décline, on descend plus bas, à l'échelon inférieur. Si on descend plus bas, à l'échelon inférieur, à l'échelle des communes, par exemple. Là encore, il y a la possibilité d'élaborer des agendas 21. À ce jour, en Guadeloupe, où il y a 8 communes qui sont officiellement dans une démarche labellisée Agenda 21. Donc, vous avez à Marie-Galante, Saint-Louis et Capesterre. Il me semble même que maintenant, la démarche a été rapportée à l'échelle intercommunale, donc à l'échelle de la communauté de communes. Tout à fait. La Désirade, Saint-Claude, les Abîmes, donc, qui font partie de la communauté d'agglomération Cap Excellence, Anse-Bertrand, Terre-de-Haut et Mornalo. Donc là, c'est les principales communes qui ont souscrit. Alors, j'ai envie de dire qu'attendent Pointe-à-Pitre-Bémao. Bien, maintenant, à l'échelle des intercos, puisque maintenant qu'il y a les intercos, on peut aussi porter ces actions-là. Et donc, par exemple, à l'échelle de Cap Excellence, nous avons lancé cette année l'agenda 21 de Cap Excellence. Donc, ça va être un programme d'action qui va être établi en totalité
totale concertation avec la population, avec les associations, avec tous les acteurs en fait du territoire pour aboutir à des actions concrètes en matière de développement durable sur notre territoire. Pour plus d'informations sur toutes les villes que j'ai citées là en Guadeloupe, là encore vous avez un site internet qui est très très bien fait, qui s'appelle Agenda 21 France. Si vous allez sur ce site internet, vous pouvez retrouver toutes les communes qui sont dans des marches d'Agenda 21, tous les contacts et même des sites internet, puisque certaines communes, notamment celle de Morne-à-l'Eau, a un site internet dédié à l'Agenda 21. Donc vous pouvez voir dans quelle mesure vous pouvez vous inscrire dans ces démarches. Alors sans anticiper, qu'est-ce qui risque de se passer pour Cap Excellence par rapport à l'environnement des trois communes, les trois villes qui sont qui se retrouvent à l'intérieur même de Cap Excellence? Alors, lorsqu'on élabore un agenda 21, la première chose, c'est de faire un diagnostic du territoire, pas que sur le volet environnemental, mais aussi sur le volet social et économique. Voir les démarches qui sont déjà en cours, puisque à tous les niveaux, il y a énormément de démarches, je vous l'ai dit la semaine dernière, de développement durable à des petites échelles. Ensuite, il s'agira d'élaborer une stratégie, une ligne directrice, et puis de construire des actions à mettre en œuvre sur ce territoire avec tous les acteurs du territoire. Et j'imagine que ça va descendre jusqu'au niveau des écoles. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au niveau du programme scolaire, il y a une obligation d'aborder l'éducation au développement durable. Donc à différents niveaux, au niveau primaire, au niveau des collèges, au niveau des lycéens aussi, il me semble. Dans le programme, déjà, il y a cette éducation au développement durable. Maintenant, certains établissements souhaitent aller plus loin et peuvent eux aussi s'engager dans des démarches d'agenda 21. D'accord. Alors, on revient à l'actualité. Ça va permettre de faire le lien avec notre invitée, Madame Faithfull. Nous sommes à partir de cette semaine, disons à partir de ce week-end, dans le festival de théâtre. Est-ce qu'il y a une liaison ? Tout à fait. Alors, très important, ce festival de théâtre, donc on parlait du pilier social, c'est un festival qui est ouvert à tous, majoritairement gratuit. Donc c'est vraiment l'accès à la culture pour tous, et Madame Velayudon vous en parlera plus spécifiquement tout à l'heure. Moi, ce dont j'aimerais vous parler, c'est du dispositif de navette qui est mis en place. Et ça rentre dans le cadre des transports. Ça rentre dans le cadre des transports, ça rentre dans le cadre de cette démarche de laisser sa voiture et d'utiliser les transports en commun. Ce sont des transports qui sont entièrement gratuits, mis à disposition sur le territoire de Cap Excellence, élargi à la ville du Gosier, donc Abim, Bémao, Pointe-à-Pitre, Gosier. Tous les soirs, il y a des navettes gratuites qui vous emmènent donc sur les différents lieux de diffusion de ce festival dont Madame Velayudon vous parlera tout à l'heure. C'est un bis répétitif parce que ça avait déjà lieu pendant le carnaval, si je m'abuse. Tout à fait. La stratégie, la politique de Cap Excellence, c'est de mettre en œuvre pour tous les événements culturels et les grands événements qui se passent sur son territoire, des navettes gratuites en partenariat avec le syndicat mixte des transports. Voilà. Merci donc Anaïs pour cette deuxième chronique. On se retrouve vendredi prochain. Tout à fait, à vendredi, Danick. Merci. Il est 12h44. Tout de suite, on se retourne vers Céline Rodriguez pour le premier titre de l'information. Et je crois qu'on va parler du conflit entre la SMBT et Total. Ça ne s'arrange pas. Non, Danick, pas du tout, puisqu'aujourd'hui, les salariés de la société de transport de gaz étaient à nouveau mobilisés pour afficher leur désaccord avec la compagnie pétrolière Total. Aujourd'hui, au dépôt de gaz de la société Total, la SBMT a annoncé être pour l'instant au stade de l'avertissement. En effet, selon Camille Vaitilingon, le gérant de la société SBMT, la société Total souhaiterait changer de prestataire en ce qui concerne les livraisons des bonbonnes. Si les faits sont avérés, la SBMT compte bloquer le dépôt de Total pour stopper tout approvisionnement de gaz en Guadeloupe. Les salariés et le gérant de la SBMT ont réagi devant la caméra de Jeff Taylor. La directrice générale de Total m'a appelé, nous sommes restés à discuter un bon moment au téléphone. Elle m'a jamais appris ce matin qu'elle avait décidé de passer outre que notre décision et notre conflit et de chercher d'autres transporteurs pour pouvoir venir effectuer le transport de gaz butane concernant les bouteilles grises et rouges. Donc nous trouvons ça un peu machiavélique de la part de Mme Emerini, qui refuse aujourd'hui de nous recevoir, qui refuse aujourd'hui de prendre contact avec nous pour pouvoir se mettre autour d'une table et pour négocier les 3 points qui restent sur le fameux contrat qu'elle maintenant nous a proposé. Donc sur 15 points, il ne reste que 4 points au niveau du contrat. Madame Mérinier, il n'y a pas question de discuter, elle est passée outre. Voilà. Ça, l'État Total,
prend disposition avec Camille Vacinero pour nous voir quand nous avons la route. Mais si moi, la rue là, c'est pas travailler là, moi la rue là. 40 ans pour moi, il n'y a pas de jours quand même. Alors, ça a dit total des dispositions avec Camille Vacinero pour nous voir quand nous débloquer parce que la population n'a pas souffert. Depuis 53 ans, quand on a fait fonctionnement de travail avec eux, et subitement, quand on avait décidé de balancer nous et de commander ensuite à venir, après 53 ans. Madame Mérini gagne sa marge grossiste, elle gagne sa marge distributeur. Maintenant, elle veut encore gratter sur la marge des transporteurs. Je dis un peu trop, c'est trop. C'est trop en Guadeloupe. Il faudrait que nous, les Guadeloupéens, que nous nous prenions en main et que nous puissions, vis-à-vis ces messieurs, vis-à-vis des groupes comme Total et autres, des multinationales, pour qu'on puisse travailler et gagner notre vie honnêtement. Vous savez, avec ces gens-là, on ne sait jamais. Madame Mérini, c'est une grande menteuse. Ok, je pèse mes mots encore. C'est une grande menteuse. Ce qu'elle dit le soir, c'est parce qu'elle fait le lendemain. Madame Mérini, elle a déjà contacté la Cabotra, qui est par exemple une société multinationale, qui a sa filière ici en Guadeloupe, dans la mesure où Madame Mérini, aujourd'hui, avait le transport de gaz en vrac. Ok, parce que vous avez des bouteilles, mais vous avez aussi les camions vrac qui livrent les citernes, les cantines et tout ça. Qu'est-ce que Mme Mérini a fait? Mme Mérini a vendu carrément le camion pour la société Cabotra. Je crois que même Total est actionnaire au niveau de la société Cabotra. Donc elle a déjà fait son petit ménage avec ses petits copains. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas accepter ça. Voilà. Parce qu'il y a aussi la sauvegarde de nos employés qui sont inquiets de leur emploi demain. Donc nous maintenant, nous n'allons pas accepter ça. Voilà, j'ai envie de dire que si ça continue, on va prendre du gaz pour les bonbonnements. Enfin bon, ne préjugeons de rien. On reçoit Madame Faithful, qui est élue à la mairie des Abîmes, mais qui est aussi responsable, enfin quelque part, l'élu qui chapeaute un petit peu ce festival qui commence, qui débute aujourd'hui. Bonjour Madame Faithful. Bonjour Monsieur Sandrodis, bonjour aux téléspectateurs de Canal 10. Alors on est content de vous recevoir parce que le festival, on avait l'impression au moment qu'il était en pointillé. Ça y est, c'est reparti pour de bon? C'est reparti pour de bon, oui. On peut le dire ainsi. D'accord. Alors, quel va être un petit peu non pas les temps forts, mais enfin, comment ça s'est passé? Parce qu'en fait, il y a une année de festival, il n'y a pas eu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas si longtemps que ça. L'année dernière, il n'y a pas eu de festival Cap Excellence en théâtre. Oui. Mais on a quand même remplacé un peu par le Octobre au théâtre aux Abîmes. Les gens ont quand même pu avoir, les amateurs de théâtre ont quand même pu se délecter. Oui, d'accord. Mais en fait, c'est reparti. On l'a dit, c'est reparti sérieusement. Bon, alors ça commence réellement à partir du 2, c'est ça? Oui, à partir du 2. Aujourd'hui, il y a la conférence de presse, vous l'avez dit, et l'ouverture se fera devant, sur l'esplanade de la ville de Pointe-à-Pitre, de la mairie de Pointe-à-Pitre. Comme d'habitude, parce que la dernière fois, c'était là aussi. C'est cela, et la clôture se fait à Sonis cette année, et non pas au BIC. Alors, il faut expliquer peut-être aux téléspectateurs qui ne savent pas de la région que c'est un festival qui est un peu transversal, qui se fait maintenant au moins sur deux villes. Non, c'est un festival qui est en biennale, qui passe en biennale à partir de maintenant. Qui passe en biennale. Ça y est, c'est en biennale. Oui, ça y est. Une année Cap Excellence en théâtre et l'autre année Festival de Octobre au théâtre. Alors, quelle est la différence entre les deux? Alors, eh bien, c'est simple. Cap Excellence en théâtre est réservé aux professionnels, est beaucoup plus vaste, et Octobre au théâtre est réservé aux amateurs. C'est l'occasion pour nous, pour les associations, pour les groupes de théâtre amateurs, de venir montrer à la population ce qu'ils font, ce dont ils sont capables. Et en plus, tout est gratuit. Tout est gratuit, oui. C'est une façon pour nous de démocratiser le théâtre, de mettre le théâtre à la portée de tous, pour qu'on n'ait pas l'impression que le théâtre est réservé à une élite. Et donc chacun peut venir. Mais il faut dire quand même que les entrées à Sonis sont payantes. Hein. Les entrées, on paiera 10 euros, c'est modique, 10 euros, parce que Cap Excellence, c'est quand même, Cap Excellence en théâtre, c'est quand même 384 000 euros d'investissement. Quand même. Oui. D'accord. Alors, puisque vous parlez de Sonis, monsieur Poumarou a déjà été remplacé? Alors, il y a une procédure qui est lancée. Donc, il y a eu un appel à candidature. Le jury va bientôt se réunir pour sélectionner un certain nombre de personnes à partir de leur dossier. Et puis, les gens, dans un second temps, vont être auditionnés. Mais les choses sont en bonne voie. Question de Céline, peut-être, sur le Cap Excellence Théâtre, non? Oui, non, mais je voulais savoir quel est le public, en fait. Enfin, ça se tourne vers quel public, ce type de manifestation? Alors, tout
le public est concerné par Cap Excellence en théâtre. Il faut dire que Cap Excellence en théâtre ne se limite pas au théâtre, à la diffusion de pièces. Nous avons aussi des ateliers, que nous profitons pour mettre en place des ateliers d'art dramatique avec les deux universités. Nous avons aussi des classes coulisses, donc nous initions les enfants des écoles au théâtre. Nous avons aussi des ateliers d'insertion où nous faisons appel à des jeunes qui sont en insertion, tous ceux du Pôle Fier par exemple, et ceux qui sont dans les associations de Bémao et de Pointe-à-Pitre, parce qu'il faut ne perdons pas de vue que c'est une manifestation qui se passe sur le plan de la communauté d'agglomération. Donc les trois villes sont impliquées, j'ai envie de dire, impactées par Cap Excellence en théâtre. Alors j'ai envie de vous dire aussi que même si on n'a pas le centre des arts, on peut faire du théâtre. Tout à fait, mais nous allons, vous savez, il y a eu un moment où nous avons manqué de structure, mais le Centre des Arts est en bonne voie de réalisation. Ça y est, c'est... oui, mais quand vous passez... vous l'a dit la semaine dernière. Donc non, mais quand vous passez, jetez un coup d'œil, vous allez voir que les travaux avancent très vite. Très, très vite. Nous avons aussi le Centre culturel et sportif du Rézé qui va être livré ce mois-ci. Nous avons aussi le Centre Félix Proto aux Abîmes, l'ancienne salle des fêtes, qui va être livré bientôt en 2016. Nous avons la Maison des Jeunes aussi aux Abîmes qui va être livrée en 2016. Donc, vous savez, la culture est en pleine expansion, on va dire, aux Abîmes. Et les salles ne manquent pas à Bémao non plus. Oui, tout à fait. Vous n'avez même pas parlé de la salle du mémorial. Le Mémorial Acte. Et le théâtre, cette année, va s'étendre sur tout le territoire. Donc, nous avons des prestations au centre Gérard Loquel à Bémao, mais aussi au Mémorial Acte, au centre Sonis, sur le BIC aux Abîmes, qui est le BIC du théâtre, même là où le théâtre a pris naissance aux Abîmes. Donc, ce sera un peu partout et à la même heure. Madame Fesfoulou, je sais que vous êtes une littéraire, parce que vous écrivez beaucoup. S'il y avait 2 ou 3 pièces à voir, puisqu'on ne pourra jamais tout voir, vous le savez très bien, qu'est-ce que vous conseilleriez à un téléspectateur qui nous regarde en ce moment en disant, bon, ça et ça, il ne faut pas rater? Alors, la première des choses que je dirais aux téléspectateurs, c'est d'aller sur le site Cap Excellence en un seul mot, www.capexcellence.net. Mais nous avons aussi beaucoup de pièces. Nous avons Dualité. Je ne vais pas faire de discrimination, parce que toutes les pièces se valent. Vous allez faire des tests. Et nous avons aussi l'Acte Inconnu qui a lieu, qui se passera à Sonis. Nous avons la clôture se fera à Sonis. Donc, il faudra venir à Sonis. Et nous avons aussi l'intervention de Lisette Malidor au Mémorial Acte. On connaît Lisette Malidor comme meneuse de revue, mais il n'y a pas que ça, c'est aussi une comédienne. Et il faudra venir la voir, parce que la pièce qu'elle va nous montrer, elle le dit elle-même, elle a eu en main le livre Ourika. Et Ourika, c'est un livre qui a été écrit par Claire de Duras, au 19e siècle, l'une des premières à avoir écrit sur la condition des Noirs. Et Ourika, c'est une jeune fille qui a été achetée au Sénégal et offerte à une personne. Et elle n'était pas esclave, elle a reçu une éducation à la française, mais elle était finalement prisonnière de sa couleur, parce qu'elle n'a jamais été acceptée dans la société des Blancs. Donc, elle va nous livrer des lectures, comme ça, de passages d'Ourika. C'est quel jour, cette pièce? Alors, Ourika... Oui. Il y a tellement de manifestations que je ne sais plus quel jour. Je sais que j'irai aux manifestations, mais je conseille aux gens d'aller sur le site. D'aller sur le site, parce qu'il y a... Alors, Ourika, c'est le jeudi 5 mai à 18h au Mémorial Acte. Jeudi 5 mai, 18h. On l'a noté, on le redira. Voilà. Je crois qu'il y a une promo qui va passer pour donner un petit peu le contenu. Le programme est en ligne aussi. Le programme est en ligne, bien sûr. Et donc... pratiquement, il ne faut rien rater. Alors, donc l'année prochaine, si je comprends bien, ce sera octobre en théâtre. Octobre au théâtre. Oui. Mais octobre au théâtre est pérennisé, c'est chaque année. Non, pas théâtre à Timoun. Octobre au théâtre, c'est l'occasion aussi pour les amateurs, parce que vous savez, la Guadeloupe est une terre de théâtre. Et singulièrement les Abîmes, Pointe-à-Pitre, Bémao, les gens ont beaucoup à dire, beaucoup à s'exprimer. Donc on leur donne cet espace-là pour qu'octobre au théâtre, chacun puisse venir s'exprimer. Il n'y a pas de professionnalisme. On se propose et on a un espace pour s'exprimer. Donc pendant 3 jours, un week-end, vendredi, samedi, dimanche, les gens viennent et les élèves aussi des écoles viennent s'exprimer. Il faut développer le théâtre en Guadeloupe et Cap Excellence s'attache à ça, la ville des Abîmes singulièrement aussi.
En fait, c'est l'ancien festival des Abîmes qui est devenu un festival transversal sur les 3 ans. Le Cap Excellence en Théâtre a pris naissance aux Abîmes. Tout à fait. Avec Théâtre Abîmes. Oui. Et donc, nous avons développé cela depuis peu sur Cap Excellence. D'accord. Alors, dernière chose, est-ce qu'on peut dire que Cap Excellence, au niveau de la culture, met le paquet? Il y a 2 jours, c'était un séminaire sur le tourisme mémorial. Là, c'est Cap Excellence en Théâtre. Alors, savez-vous que je reviens maintenant d'un séminaire. Nous avons chargé le CAGI de porter une analyse sur tous ces festivals qui coûtent cher à la communauté pour que nous ayons une connaissance des retombées économiques, sociales et environnementales. Une fois, ça va se faire. Parce qu'en général, souvent on pose la question, on fait beaucoup de manifestations, mais on ne peut pas comptabiliser le retour sur investissement. Donc, ça va être fait. Oui, il faut éviter la précipitation. Il faut réfléchir à ce qu'on fait. Et donc, ce matin, nous travaillons depuis quelque temps avec le CAGI, mais ce matin, nous avons restitué les résultats de cette évaluation aux élus. Ensuite, nous allons mettre en place des ateliers de travail avec tous les acteurs, non seulement les élus et les administratifs, mais aussi les acteurs, par exemple les acteurs du carnaval, ceux qui connaissent mieux que nous le carnaval, ils vont venir participer à ces ateliers-là pour que nous sachions véritablement quelle orientation donner vraiment à ces festivals qui coûtent cher pour qu'il y ait des retombées économiques sur notre population. La presse doit se retourner. Absolument, absolument. Oui. Le temps viendra où on va vous informer de tout ça, vous serez invités, parce que nous ne faisons rien en catimine et les portes seront ouvertes. On le sait ça, on le sait, on l'a bien noté. Mais écoutez, Madame Fessoul, on vous remercie d'être venue. C'est moi. Nous donner goût et envie de participer à ce festival. Donc ce soir, conférence de presse et à partir du 2, les premières pièces jusqu'au 8 mai. Voilà. Bien, merci à vous. C'est moi. Et puis, bon festival. Merci beaucoup. On se tourne tout de suite vers Céline et on continue donc le journal. Et là, après le gaz qui va nous donner du gaz, comme je disais tout de suite, on revient à la culture puisque les élèves de la Martinique étaient au MAC cette semaine. Exactement, plus particulièrement hier, Dany, puisque les enseignants du LPO de Sainte-Marie en Martinique ont organisé un voyage pour leurs élèves autour du thème de l'esclavage. Ce voyage éducatif avait pour objectif de rapprocher les élèves de leur histoire et permettre que chacun puisse s'en approprier. À partir des paroles de la chanson Réhabilitation du célèbre Patrick Saint-Éloi, les enseignants ont établi un projet intitulé de Patrick Saint-Éloi qui a un rêve d'un de Patrick Saint-Éloi qui a rêvé d'un monument à la hauteur du crime commis au Memorial Act. Après un hommage rendu au chanteur, c'est au Memorial Act que les lycéens se sont rendus. Une visite appréciée par les élèves de Martinique qui ont pu s'informer et s'intéresser davantage sur leur passé. Reportage de Nicolas Hatchi. C'est parti d'un constat simple, c'est que les élèves parlent de l'esclavage, mais pour l'esclavage, c'est quelque chose qui, c'est loin. Finalement, il faut oublier tout cela. Il faut passer à un monde plus mondialisé. Et nous sommes convaincus, nous les enseignants, qu'il était important pour nous qu'ils prennent conscience que l'esclavage nous affecte encore aujourd'hui. Et qu'il est important aussi que ce voyage se fasse dans ces conditions-là. Parce que nous sommes partis d'une chanson de Patrick Saint-Éloi, Réhabilitation. Une chanson qui vous a marqué? Une chanson de Patrick Saint-Éloi, Réhabilitation. Lui qui revendiquait qu'on fasse un monument à la hauteur du crime commis. Et nous avons décidé de bâtir ce projet autour de ces 2 pôles-là, le Patrick Saint-Éloi, cette chanson, et le Memorial Act. En débutant cette visite au Memorial Act, j'ai pu actualiser mes connaissances au niveau de l'esclavage et c'est très intéressant parce que je connais l'histoire des premiers Africains qui sont venus en Amérique. Voir de mémoire qui doit se faire par rapport à l'esclavage qui manque et en venant ici, c'est quand même pas le bout du monde non plus, la Guadeloupe, la Martinique c'est assez proche, on remarque aussi que on ne fait pas notre devoir de mémoire. Dans notre vie quotidienne, il y a la journée de l'abolition de l'esclavage, mais au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose. On n'a pas un programme d'histoire-géographie où on en parle assez. On n'a pas non plus une sensibilisation, tandis qu'on devrait l'avoir.
on sait certes qu'on est descendant d'esclaves, mais on ne connaît pas vraiment l'histoire. Donc de venir ici, ça nous apporte plus de connaissances. On a envie de savoir. Et le fait que les images sont... Il y a la technologie, donc on a envie de savoir, envie de découvrir. Donc voilà. J'ai eu quelques élèves qui me parlaient de l'esclavage de façon tout à fait éthérée, de façon tout à fait superficielle, et qu'ils soient en face d'un événement, d'un monument de ce type, ça me paraît important qu'ils soient là. On continue à dérouler le journal avec Céline Rodriguez et on parle maintenant de la transmission du créole, Céline. Oui, effectivement, Danick. Transmission et apprentissage du créole était le thème de la conférence organisée hier par le service de la formation continue de l'Université des Antilles, animée par Myrna Bolus, une sociolinguiste et écrivaine. À l'amphithéâtre de l'UMA à Basse-Terre, cette conférence a été l'occasion de rappeler l'importance de continuer à transmettre et à parler notre langue pour éviter qu'elle ne devienne une langue morte. On est aujourd'hui plus de 10 millions à parler le créole dans le monde, ce qui montre l'intérêt de perpétuer le créole à travers les générations. Reportage de Gérard Loiseau. Moi, c'est anglais en tout cas fait. Après ça, j'ai viré, on tombé dans la créole là et on parle donc pour aller vite, on fait un doctorat en créole, donc présenté des en 2009 et depuis ça, on a toujours été café créole. Donc on a commencé en 2000 des café créole avec Grand Monde en formation continue en DAE et après on continue, on fait lycée, collège et quand il est là, on travaille l'ESP, donc c'est ancien UFM là, c'est l'école supérieure du professorat et de l'éducation. Voilà. Mais créole, pour enfin, vite, pour éviter, c'est en langue. C'est en langue, puisqu'il y a 10 millions de capables ici la terre, je dis jours. Nous, ici, dans nous, puisqu'il y a 400 000 capables créole, au roi français là, mais créole là, il est bien là. Et créole là, lui-même, il y a une différence souche, tant nous, il y a une souche française par rapport à l'histoire nous, puisque c'est la France qui colonise nous, d'accord? Mais voilà, créole là, c'est ça, en tout cas, c'est une langue qui a justement ouvert l'ail, si moi puis chaque lettre, et malheureusement, peut-être, nous dit, mais à quoi dit, pipi, si qu'a ouvert l'ail, donc peut-être par rapport à l'institution, l'école et la restant, pipi, c'est bien nous qu'a kébé, ti moins moins, mais ça pas si grave, parce que comme ça veut dire, en fait, que langue là est vivant. Donc, si nous avons sentiment, il capette pied, c'est bien pas d'abord vivant, c'est pas ce qu'on a parlé. Sans quoi, il est déjà mort, il n'a pas de l'égalité, nous pas parler en tant qu'on longtemps et le restant. Ainsi que c'est un Ijaka, Jean Bellou et tout le restant. Ça qui est bien. Là, en tenue pour proposer un texte. Donc, c'est un slam à Chichi. Aussi là, donc, slam là, ça c'est Caribbean. Donc, nous, à Dans Soleil Hall, on fait avec d'autres collègues en moi. Caribbean, c'est intéressant pour Cubitin parce qu'Adam, il a servi avec créole, donc il a servi avec un bon grain créole. En même temps, que de joindre des mots français, et on va joindre justement mots anglais, mais en sauce en créole. Donc, c'est ça toute force à créole là. Il peut prendre d'autres bitins, prendre, il mange. Et ça fait depuis 350 ans, les municipaux, ils ont dit blad. Ils passent ça sortir dans le mot anglais blad. C'est eux qui ont servi avec le mot blad, pas même pas les sinobol et la restant. Donc, tous ces mots-là, ça, qui étaient mots anglais, eh bien, grand en nous, ils ont créolisé ces mots-là, ça. Donc, quand il est là, quand on peut mettre des messitelles, parce que bon, mais c'est gênant, ils ont mettre anglais, en disant créole là, ils ont mettre québécois, mais ils ont toujours fait ça. Et ça a montré que créole là, ils ont santé, ils ont belle force. Voilà. Ça va être l'heure de la pub et il est exactement 13h06. On prend la pub et tout à l'heure on va recevoir le maire et vice-président, le maire de Sainte-Anne et vice-président de la Riviera du Levant qui est déjà là avec Marie-Jacques, puisque nos autres confrères, pour des raisons qu'on va expliquer tout à l'heure, ne seront peut-être pas présents aujourd'hui, mais nous aurons plaisir à accueillir Christian Baptiste. Tout de suite la pub et on se retrouve tout à l'heure.
13h12, on revient dans le ZCL un instant, le temps de terminer le journal avec Céline Rodriguez, puisque monsieur le maire de Sainte-Anne est déjà là, Marie-Jacques est là, et comme prévu, nos deux confrères n'ont pas pu se libérer, mais nous donnons tout à l'heure ce CDLP. Alors, l'organisme Citerngil, c'est bien non, a souligné l'importance de l'utilisation des matériaux biosourcés locaux. C'est bien ça, la fibre de coco, normalement. Exactement, Danick. Ce matin, en fait, l'organisme Synergil a montré l'importance de l'utilisation de matériaux biosourcés locaux. Donc, en effet, la fibre de coco a une résistance thermique équivalente à la laine de roche et offre une bonne durabilité, une grande résistance à l'humidité. D'autres matériaux du département, comme la feuille de banane ou encore celle de canne, sont tout aussi performantes, voire supérieures aux matériaux conventionnels. Pendant cette rencontre à la Maison régionale des entreprises, projets et résultats ont été développés afin de montrer le potentiel des matériaux biosourcés locaux et de favoriser leur utilisation dans la construction. Reportage de Nicolas Hadji. Présenter aujourd'hui les résultats préliminaires d'une étude que nous avons menée avec la DEAL sur l'utilisation de matériaux isolants traditionnels et des isolants biosourcés produits localement en Guadeloupe. Ont été étudiés la noix de coco, les fibres de banane, les fibres de canne et peut-être d'autres matériaux que j'oublie mais qui ont été exposés aujourd'hui. Donc les études ont permis de caractériser le potentiel isolant de ces matériaux et de confirmer que ces matériaux présentent des caractéristiques thermiques tout à fait honorables. Et la suite des études qui s'ouvrent devant nous portera sur la tenue dans le temps de ces matériaux et leur éventuel vieillissement. Nous avons comparé les performances de produits tels que la fibre de coco, la feuille de canne, la feuille de banane, la sciure de bois avec des isolants traditionnels comme le polystyrène, la laine de verre, les fibres minérales. Et donc, il en ressort que les matériaux biosourcés ont des performances thermiques équivalentes et tout à fait comparables à celles des autres matériaux. Donc, ça signifie qu'il y a une vraie filière qui peut émerger et un vrai potentiel d'utilisation de ces matériaux en Guadeloupe. Une fois que vous avez caractérisé physiquement les propriétés de ce matériau, il faut donc le stabiliser et en étudier la durée dans le temps. Est-ce qu'il est stable et est-ce qu'il résiste à l'effet du temps, à l'effet de la putréfaction, à l'effet des attaques éventuelles d'insectes, à sa tenue au feu. Voilà, donc c'est tout un volet d'études qu'il faut mener pour caractériser le matériau, non pas seulement sur sa spécificité thermique, mais sur tout un tas d'autres caractéristiques importantes. Et puis, une fois que ces tests sont menés, il faut les faire certifier par des organismes agréés par l'État. Et après, il y a la phase de commercialisation, d'industrialisation. Donc c'est un processus long, on parle de plusieurs années entre les études actuelles et des débouchés commerciaux, mais il faut toujours commencer par un bout pour pouvoir un jour voir ces matériaux sur le marché. On espère qu'à terme, on pourra produire localement des matériaux qui auront un coût en énergie grise, donc l'énergie qu'il a fallu pour la produire, qui sera beaucoup plus faible que d'autres matériaux qui sont importés par elle. Il y a un vrai potentiel technique et donc ensuite le côté économique doit être affiné effectivement. Voilà, c'est le dernier sujet de ce ZCL et on va parler de Startup GP puisque c'est ce matin qu'ils ont ouvert une manifestation qui va durer toute la journée, qui va se terminer ce soir par un crazy walking. En attendant, juste une petite brève là-dessus. Tu as tout dit en fait. Oui, non. J'ai plus besoin de lancer le sujet. Alors oui, effectivement, comme on l'a annoncé mercredi, la 3e édition du Startup.gp a lieu aujourd'hui au CWTC de Jarry à l'occasion, c'était l'occasion pour les entrepreneurs du département d'échanger dans le domaine du e-commerce, du numérique et de la communication. Au programme, un workshop pour apprendre à pitcher, des conférences autour de l'économie numérique et pour finir, comme l'a dit Danick, une soirée Crazy Networking. Vous n'avez pas raté, Céline, j'ai l'impression. Effectivement, j'y serai ce soir. Bien, alors, on va se quitter là-dessus. L'info du jour, c'est le gaz, finalement. Oui, alors avant de lancer le sujet et finir le journal, on fait un point sur les prix des produits pétroliers en Guadeloupe.
En avril 2016, les cours des produits pétroliers poursuivent leur hausse. J'ai du mal avec les 2P. Le cours du pétrole brut progresse de 5%. Les cours de l'essence progressent à une forte augmentation, plus 21%. Concernant les cours du gazole et du gaz butane, ils restent, eux, relativement stables. Le cours du dollar, lui, s'affaiblit face à l'euro par rapport à mars 2016, ce qui va dans le sens d'une baisse du prix à la pompe. Voilà. Bien, voilà. Merci, Céline. On lance quand même le sujet startup.gp. Tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, l'association Guadeloupe Tech est vraiment dans son rôle de cluster de l'économie numérique. L'objectif pour nous est de rassembler l'ensemble des énergies de façon à développer la Guadeloupe numérique de demain. Nous sommes tous bénévoles, il n'y a pas de changement particulier en tout cas là-dessus. Aujourd'hui, l'équipe est constituée d'une bonne dizaine de personnes sur startup.gp et ce type d'événement s'adresse aux chefs d'entreprise, aux décideurs, aux institutionnels, mais aussi à ceux qui ont des projets en cours. Alors le pitch, c'est le moyen de convaincre, de faire une bonne impression pour soit lever des fonds, trouver un partenaire ou recruter des fournisseurs, des futurs collaborateurs en un temps limité. Donc le pitch, c'est savoir convaincre sa cible, son interlocuteur. C'est un moyen, il faut se préparer, il y a des méthodologies. Ce matin justement, on a ce workshop, c'est-à-dire un atelier de travail où on voit ce que c'est, on voit les bonnes méthodes, on a des jurys qui font pitcher les gens, qui disent ce qu'ils attendent. Voilà, si on veut un candidat, on veut donner de l'argent, j'attends ça de la personne. Si je veux accompagner parce que je suis la région, j'attends ça, etc., etc. Donc il y a vraiment en fait une volonté de présenter en fait les attentes à la fois du jury et puis même pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, dire pour eux c'est quoi leur impression et voir entre le gap là où ils doivent aller et là où ils sont, combler ce gap là. Et on fera des exercices concrètement sur le pitch, sur comment se préparer, comment parler, avoir un plan cohérent, être clair, concis par rapport à tout cela.